Bonsoir à tous et nous sommes ravis de vous retrouver pour suivre cette édition de 22h au sommaire de l'actualité. La cérémonie de pose de la première pierre du projet de développement du village Bahreïn au PK12 a été parrainée ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Et un poste frontalier a été inauguré à l'Ouïada, la frontière avec la Somalie. La construction de ce nouveau bâtiment a été financée par les États-Unis d'Amérique. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a parrainé ce matin la cérémonie de pose de la première pierre du projet du développement du village Bahreïn au PK12. Ce projet de charité financé par l'État de Bahreïn vise à des logements sociaux qui seront à la disposition des familles les plus démunies. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par la secrétaire d'État au logement, Mme Amina Abdi, et le maire de Djibouti-Ville, Hussein Abdillahi Rayad. Le dit projet s'ajoute au projet charitable que l'organisation Merci International a déjà exécuté à travers son bureau régional ici à Djibouti. Ce prochain village Bahreïn est composé de 100 logements, d'une école, d'une mosquée, d'une clinique et d'un atelier de couture pour les filles. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, le maire de la ville de Djibouti, Hussein Abdillahi, du chef des secteurs d'Afrique d'Ar-Rahma International, le directeur régional du comité de secours d'Ar-Rahma ici à Djibouti. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le chef de la délégation du Bahreïn, Tariq Tara Al-Sheikh, a tout d'abord remercié les autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Il a indiqué que ce projet émane des bienfaiteurs et des hommes d'affaires de Bahreïn en faveur des personnes démunies et vulnérables. La cérémonie de pose de la première pierre coïncide avec la fête nationale de ce royaume. Et le maire de la ville de Djibouti, Hussein Abdillahi Rayad, a dans son intervention souligné que nous sommes rassemblés aujourd'hui ici pour offrir son logement décent à des familles démunies dont nos valeurs humaines et islamiques nous exhortent à les aider. Et pour sa part, la secrétaire d'État chargée au logement, Amina Abdi, a adressé ses remerciements chaleureux aux hommes d'affaires bahreïniens qui contribuent au financement de ce projet de construction de 100 unités de logement. Je vous propose de les écouter. Cette aide, aujourd'hui, nous vient du comité africain du secours, communément appelé Ar-Rahma, qui intervient aussi bien dans la capitale, mais aussi dans les districts de l'intérieur, pour soulager la tranche de population la plus vulnérable et dans différents domaines tels que la santé, l'éducation ou le développement social. Ce projet qui nous réunit aujourd'hui en est un de plus et comprend 100 logements avec l'eau courante et les infrastructures nécessaires, écoles, dispensaires, mosquées et ateliers de couture. Cette cérémonie de lancement des travaux de construction de ce projet dénommé Village Bahreïn constitue une occasion de célébrer avec nos sœurs et frères de Bahreïn, en ce jour de commémoration de leur fête nationale, une journée de fête et de joie. Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, une très bonne fête nationale. Comme vous le savez, l'accès à un logement décent pour chaque ménage djiboutien est une priorité pour son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement. Dans cette optique, le logement social requiert une place importante. Pour ce faire, ces dernières années, un accent particulier est mis sur la réalisation de programmes immobiliers exclusivement axés sur les ménages à faible revenu. La dernière en date est le lancement du programme de parcelles assainies et d'autoconstruction de la cité Nassib,
dont la première phase de 2000 unités a été lancée par son Excellence le Président de la République le 2 août dernier sur ce même site de Balbala Sud. Une étape plus importante de cet engagement est annoncée avec le lancement prochainement de vastes programmes de construction de logements. Et le Premier ministre a pour sa part remercié les distingués invités de l'État de Bahreïn qui ont financé ce projet de charité. Un projet qui permettra, selon le ministre, l'accès aux logements, le Premier ministre, l'accès aux logements sociaux aux familles les plus démunies. Écoutez son discours. L'achèvement de ce projet renforcera la politique du gouvernement en matière de logements sociaux, conformément aux orientations du président de la République qui souhaite améliorer les conditions de vie des Djiboutiens et des Djiboutiennes dans toutes les régions. Notre objectif de réaliser un développement global et harmonieux pour les populations urbaines et rurales sera ainsi atteint. J'ai saisi cette occasion pour rappeler que le gouvernement djiboutien ouvre ses portes à tous les investisseurs des pays du Golfe qui désirent développer des projets de charité pour leurs frères djiboutiens. Des directives ont été données pour mettre à leur disposition toutes les facilités, les exonérations nécessaires en faveur du bureau de l'organisation Merci International dans la mise en œuvre de ce projet. Nous souhaitons ainsi encourager toutes les bonnes initiatives et les efforts de bienfaisance qui contribuent au développement du secteur de la charité à Djibouti. Également dans l'actualité de ce 22h, une forte délégation des carabiniers italiens conduite par le général de corps de l'armée, commandant en second des carabiniers Vincenzo Giuliani a été reçue par le Premier ministre à la primature aujourd'hui, et ce en présence du secrétaire général de la primature Naguib Abdallah. Prenant la parole, le général a brièvement évoqué l'objet de sa visite qui consiste à l'appui de la 4e mission de la formation du corps de la gendarmerie nationale. Il a indiqué aussi la mise à la disposition de la caserne de la police nationale afin de former la police somalienne sur le sol djiboutien. Il a exprimé en outre le souhait de renforcer la collaboration et l'échange d'informations avec les services concernés du pays. Enfin, le général a exprimé la disponibilité de son contingent pour appuyer les autorités djiboutiennes dans la formation et la lutte contre les terroristes. Pour sa part, le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler l'excellente relation de la coopération existante entre les deux pays depuis longtemps, accentuée ces derniers temps par la mise à disposition d'une base militaire sur le sol djiboutien. Il a loué notamment la formation dispensée à la gendarmerie nationale et a plaidé pour le renforcement de la formation et d'équipement de la gendarmerie et police nationale. Le Premier ministre a évoqué la menace terroriste qui pèse sur le pays, conduisant ainsi le gouvernement à prendre des mesures sécuritaires exceptionnelles pour contrecarrer cette menace. Il a conclu par son souhait de renforcer davantage la collaboration entre les carabiniers italiens et la force de la gendarmerie et police nationale à tous les niveaux pour préserver la sécurité. C'était dans les titres: inauguration d'un poste frontalier à l'Ouyada, à la frontière avec la Somalie. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar. Outre le ministre de l'Intérieur, cette cérémonie riche en couleurs a vu la participation du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Tom Kelly, les différents officiers ainsi que des personnalités civiles en préparent. Et la construction de ce nouveau bâtiment de 2 étages ainsi que l'achat et l'installation d'équipements indispensables à la lutte contre le terrorisme tels qu'un portique de détection de métaux et des appareils à rayons X a été financé par les États-Unis d'Amérique pour renforcer la sécurité au niveau des postes frontaliers le plus fréquentés ici à Djibouti. C'est celle de Somalie. Les agents de la douane vont prendre place également dans ce nouveau bâtiment. Les personnalités présentes à la cérémonie ont ensuite regardé ensemble un drone effectuant des démonstrations qui vont désormais surveiller le poste frontalier de l'Ouyada. Ensuite, le directeur général de la police a guidé ses invités à visiter ce nouveau bâtiment. Passage frontalier les plus fréquentés entre Djibouti et la Somalie, ici à l'Ouyada.
C'était l'ambassadeur des États-Unis ici à Djibouti, M. Tom Kelly. Et maintenant, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, s'est réjoui de la coopération fructueuse que les deux pays entretiennent depuis un certain temps. Il a ensuite mis l'accent dans son discours sur l'importance de ce poste frontalier, tout en déclarant que ce nouveau poste va garantir la sécurité du peuple djiboutien. On l'écoute. La construction de ce nouveau bâtiment traduit la volonté du gouvernement et surtout du président de la République à soutenir notre police et la douane en l'accompagnant dans ses efforts, dans nos efforts de modernisation de nos outils d'action et des structures à tout le département qui la composent. Et pour l'édifice qui fait l'objet de cette cérémonie inaugurale ce matin demeure un parfait exemple. Sa vocation principale est de faciliter et de gérer efficacement et avec professionnalisme les mouvements transfrontaliers des biens et des personnes en regroupant dans un seul bâtiment tous les services qui remplissent des missions de service public, douane, santé, police nationale. Le contrôle et la gestion de la sécurité transfrontalière en cette période où les menaces terroristes se mondialisent reste pour nous un souci permanent et je ne ménagerai aucun effort pour renforcer la capacité opérationnelle de notre institution en les dotant de moyens adaptés à l'accomplissement de leur activité dans différents postes de contrôle de circulation transfrontalière. Pour conclure, sachez pour votre information que le trafic de ces postes de contrôle de l'OIADA demeure important pour la circulation des personnes et des biens entre la République de Djibouti et la Somaliland. À titre d'exemple, on ne citer que les 3 dernières années, ces postes ont enregistré un mouvement de passagers pour plus de 36 688 débarquants et 40 030 embarquants. Je dis bien 36 688 débarquants et 40 000 embarquants. Pour le mouvement de véhicules de marchandises, 3 907 véhicules à l'arrivée et 4 130 au départ. Pour le passager en voiture, nous avons enregistré 5 430 voitures de passagers à l'arrivée et 5 373 au départ. Ce qui démontre l'importance du flux dans les deux sens. Ce poste a également procédé à l'interpellation et le refoulement vers le pays de provenance de plus de 8 738 personnes pour défaut de documents de voyage. C'est pour vous illustrer un peu les activités croissantes dont a fait face ce poste au cours de ces dernières années. Les assises du parti du Front National, du Front pour la Restauration de l'Unité démocratique s'est tenue ce matin au Palais du Peuple, assise présidée par le président du parti Ali Mohamed Daoud, avec la participation de tous les dirigeants, les membres et sympathisants du parti du FRUD. Et l'objectif de cette assise a porté essentiellement sur la vie du parti et l'élaboration du projet d'ordre du jour du congrès prévu le 26 décembre prochain. Dans son discours d'ouverture, le président du FRUD a reconnu que le parti ralentit ses activités et ses efforts ces dernières années et qu'il faut désormais remobiliser les forces vives du parti afin de prendre part aux décisions politiques de la famille politique réunie sous le sigle UMP dont le FRUD s'est coalisé. Par la suite, il a fait un bref rappel de l'accord de paix et de réconciliation nationale signé le 26 décembre 1994, en l'occurrence l'accord d'Aba, qui a permis que notre pays retrouve la stabilité. Le président du parti a exhorté les jeunes membres du parti de faire preuve de créativité pour donner un nouvel élan dans la vision du parti. Comme au gouvernement, même si c'est dans ce dernier, nous ne sommes pas équitablement représentés. Le FRUD est affecté, comme tous les partis politiques, par la désaffection des citoyens djiboutiens pour la chose politique. Nous souhaitons que le congrès qui nous réunirons le 26 décembre 2015 puisse marquer un tournant pour la vie de notre parti. La page du passé récent devra être tournée
Le FRUD doit être rénové, aussi bien au niveau des idées que des hommes. Les nouvelles générations, notamment des cadres qui sont déjà nombreux en son sein, doivent impérativement intégrer les instances dirigeantes. Le parti que nous appelons de notre vœu sera un parti rénové, redynamisé. Et un débat franc et direct a réuni par la suite autour d'une même table les dirigeants, les membres et militants du parti du FRUD. En effet, donc certains militants ont critiqué de manière constructive les réalisations du parti au cours de dernières décennies. Ils ont appelé les dirigeants de prendre les dispositions nécessaires afin de mieux répondre aux aspirations des sympathisants et des militants de ce parti. Des propositions bien accueillies par les teneurs du parti qui ont promis à leur tour de redynamiser, renforcer et réorganiser le parti du Front pour la restauration de l'unité démocratique, le FRUD. Le Conseil s'est réuni aujourd'hui, c'est un Conseil national important pour préparer le congrès du 26 décembre. Ce Conseil intervient dans un moment du pays avec des grandes échéances. Le Conseil s'est penché sur les problèmes actuels internes du parti, les difficultés de fonctionnement, son manque de communication vis-à-vis de l'extérieur de ses activités. Et les membres, ils ont interpellé le comité exécutif sur le bilan. Mais l'essentiel, c'est que le Conseil a prôné le renforcement du parti, de retrouver sa place dans le paysage politique à Djibouti et de se préparer en force pour les événements futurs. Là, on va s'attaquer à préparer le congrès du 26 décembre pour préparer les échéances électorales qui se présentent. C'est le Conseil national qui est responsable devant le congrès, qui va préparer les points de l'ordre du jour. Et le congrès, sans doit dévoiler de secrets, nous allons encore revoir le rapport d'activité en détail, le bilan, la situation du pays, la situation politique du pays, l'environnement régional, et puis bien sûr le point, l'investiture du candidat aux élections présidentielles, du candidat du FRUD. Et M. Ali Gali, secrétaire général adjoint du parti du FRUD, dans une interview a affirmé que le débat était franc et direct entre les membres du Conseil national qui ont pour principale ambition de renforcer le parti FRUD afin de participer activement au sein de l'UMP à la gestion du pays. Et l'objectif principal de cette assise du Conseil est la préparation des congrès du 26 décembre prochain, qui va se positionner sur les élections présidentielles de 2016. Il a ajouté que malgré les apparences et contrairement aux autres partis politiques, les militants du FRUD ont une conviction et des principes bien définis pour l'avenir du parti et du pays. Et ce communiqué de la direction de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui porte à la connaissance des assurés sociaux que les soins dispensés au niveau de toutes les structures sanitaires publiques leur sont désormais accessibles. Un guichet CNSS sera disponible 7 jours sur 7 pour l'accueil, l'information des assurés qui devront se présenter munis de la carte biométrique de la sécurité sociale. Effectivement, donc les malades bénéficieront du tiers payant, c'est-à-dire qu'ils sont exemptés de toute avance des frais de soins sur les actes de consultation curatifs, enfants et adultes, effectués par un médecin généraliste ou spécialiste, les analyses donc médicales, les examens de radiologie, les accouchements simples ou par césarienne, la délivrance de médicaments essentiels figurant sur la liste nationale des médicaments, les hospitalisations avec ou sans intervention chirurgicale. Enfin, la CNSS se charge de rembourser les structures médicales et non les patients. Voilà pour ce communiqué. Et justement, donc, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, célèbre depuis hier la semaine de l'assurance maladie. En deuxième journée, les équipes de la CNSS ont installé des stands d'information au sein de l'université de Djibouti en vue de sensibiliser les étudiants sur ce régime qui vise à offrir une couverture médicale pour tous.
Et à savoir que la CNSS a affilié déjà une grande partie des étudiants de l'école de médecine. Les étudiants qui en regard de leurs études sont avec les patients et en contact, sont exposés à des risques. C'est dans ce contexte que les étudiants en médecine ont été affiliés en premier. La CNSS projette, en partenariat avec l'Université du Djibouti, d'affilier et d'enregistrer tous les étudiants à l'assurance maladie universelle pour qu'ils bénéficient de soins de santé de qualité dans les structures de santé de la CNSS comme dans le centre de soins, autrement dit l'ex et Sémien. Dans le reste de l'actualité, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le CDC de la cité Stade a organisé ce matin une cérémonie de remise de certificats aux jeunes ayant bénéficié d'une formation en informatique. Cette formation qui a duré 6 mois a permis aux jeunes bénéficiaires d'acquérir des connaissances techniques et théoriques en informatique. L'objectif de la dite formation est de faciliter l'insertion socio-professionnelle à des jeunes. La conseillère technique a, durant son intervention, mis l'accent sur l'importance de cette formation. Écoutez. Il constitue peut-être une porte ouverte à une insertion économique pour nos jeunes. Les CDC, c'est la vitrine du département du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et de voir de telles activités s'organiser ici, c'est une très bonne chose. Et j'encourage les directeurs des CDC à poursuivre dans cette voie et de faire encore plus pour l'insertion économique des jeunes. Des policiers somaliens formés par des carabiniers italiens, l'académie de police Idriss Farah Abane a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation de 200 policiers somaliens. Ces derniers, issus de 3 provinces somaliennes, ont été formés durant 3 mois par des carabiniers italiens au maintien de l'ordre, à la protection des personnalités importantes, ainsi que dans le domaine des investigations sur les scènes de crime. Le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a présidé à l'académie de police Idriss Farah Abane cette cérémonie de clôture d'une formation de 3 mois assurée par des carabiniers italiens à quelques 200 policiers donc. Eh bien, cette formation qui a porté sur le maintien de l'ordre, la protection des autres personnalités ainsi que les investigations sur les scènes de crime permettra aux policiers, une fois de retour chez eux, de mettre en œuvre leur acquis afin d'assurer la stabilité de leur pays, mais également contrer les insurrections et combattre les gangs criminels souvent responsables des diverses infractions. En effet, face à la recrudescence des attentats terroristes visant les membres du gouvernement et les différentes institutions gouvernementales, les policiers somaliens doivent relever des défis sécuritaires importants et cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à lutter contre les groupes terroristes. Les policiers somaliens ont acquis durant 3 mois le savoir-faire nécessaire pour lutter contre l'insécurité et les menaces d'attentats. Cette formation, la 5e du genre, a été dispensée par les carabiniers italiens au sein de l'académie de la police IFA de Nagad. Les différents responsables somaliens et italiens qui ont préparé cette cérémonie ont quant à eux mis l'accent sur la nécessité de soutenir la police somalienne dans son rôle de maintien de la sécurité dans les différentes provinces somaliennes. Et après les discours officiels, les polices somaliennes ont procédé à différentes démonstrations de leur acquis. La journée s'est clôturée par la remise des certificats aux policiers somaliens, mais également aux facilitateurs issus des rangs de la police nationale. Écoutez le commandant des carabiniers italiens, il a axé ses propos sur l'importance de cette formation. Le diplôme va être remis par le colonel de la police nationale, M. Abdillahi Abdi Farah. Najma Mohamed Moussa waxaa bixinaya shahaadada Paulo Fa. waxaan idinkugu hambaliyeynayaa tababarkan.
Et après avoir salué les couleurs djiboutiennes et somaliennes, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, a d'emblée félicité les jeunes policiers somaliens qui ont démontré leur volonté d'apprendre. Le colonel a ensuite exhorté les policiers somaliens à mettre en pratique leur acquis en vue d'assurer la sécurité dans leur pays. Voici le discours du directeur général. L'exemple qu'on a et qu'on cherche toujours à vous montrer vous sert dans votre travail et une fois de retour dans le pays. Et Dieu merci, le coup que nous avons jusqu'à aujourd'hui, pour les précédentes formations qui sont passées par ici, il s'avère que, effectivement, c'est avéré être utile et continue à donner les prestations que nous attendions d'eux à l'égard de leurs concitoyens. La République de Djibouti et en premier lieu son président, son gouvernement et nous-mêmes, nous sommes toujours disponibles à se mettre à côté de vous, à vous aider pour remettre sur pied et prendre en charge et garantir la sécurité de nos frères et sœurs somaliens. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, sachez bien que vous avez deux frères et sœurs ici à Djibouti qui sont à vos écoutes, prêts à donner les mieux d'eux-mêmes pour venir en aide. Direction Mogadiscio où le 15e anniversaire de la conférence de paix somalienne a été célébré. La ville d'Arta est devenue célèbre car elle fut un événement inoubliable pour tous les Somaliens. Ce fut la réunion autour d'une même table afin de mettre en place une véritable paix entre Somaliens, mais également de mettre sur pied un gouvernement de réconciliation nationale. On s'en souvient qu'en 2000, il y a 15 ans maintenant, cette conférence de réconciliation et de pacification du peuple somalien a été inaugurée par le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, et a mis en exergue le rôle majeur qu'a joué le président djiboutien en étant l'acteur principal ayant comme objectif restaurer la paix dans ce pays frère et voisin. Cette conférence avait vu la participation de plus de 250 représentants de la société civile et locale du peuple somalien en provenance de toute la Somalie. Ces représentants étaient chargés de désigner les différentes délégations somaliennes qui en préparent à cette conférence, et venant non seulement de la Somalie même, mais également séjournant à l'extérieur du pays. Soulignons également que l'ensemble du gouvernement djiboutien et des hauts cadres avaient pris part à cette mémorable conférence de réconciliation du peuple somalien à Arta. Voici un reportage de cette célébration du 15e anniversaire de la conférence de paix somalienne à Mogadiscio. Reportage signé Abdelazar Aden, notre correspondant à Mogadiscio, et commenté par Mohamed Issa. S'il y a un événement qu'il est nécessaire de rappeler, c'est celui du rôle joué par la République de Djibouti durant la conférence de paix d'Arta en l'an 2000 pour la réconciliation du peuple meurtri somalien. Une conférence mémorable à plusieurs titres et qui a regroupé tous les Somaliens autour d'une même table, suite au débâcle de la Somalie en 1991. Ce mérite revient en premier au président de la République de Djibouti qui a réussi en regroupant tous les Somaliens de tous bords à Arta à remettre sur pied un nouvel État somalien avec toutes les institutions nécessaires. D'après notre correspondant au Mogadiscio, le 15e anniversaire de la conférence de paix somalienne a été célébré avec faste dans la capitale somalienne. On prépare donc à cette journée de commémoration des membres du gouvernement somalien, des membres du Parlement somalien, de hauts cadres du gouvernement fédéral somalien, de représentants de la société civile, ainsi que des décideurs de premier plan, sans oublier les représentants des chancelleries étrangères et des organismes internationaux basés à Hamar. Zeynep Mohamed Amer, députée au Parlement somalien, et qui est l'une des initiatrices de cette célébration du 15e anniversaire de la conférence de paix d'Arta, a lors d'une intervention souligné qu'elle remercie tout d'abord et très chaleureusement le président de la République de Djibouti pour les efforts accomplis en vue d'aider la Somalie à retrouver la paix.
Je suis heureuse, a-t-elle ajouté, que cet événement soit célébré ici à Mogadiscio. J'exhorte le peuple djiboutien et son président à ne pas lâcher de l'Est et à rester toujours auprès du peuple somalien et de son gouvernement qui reste encore fragile. D'autre part, a précisé la députée somalienne Zeynep Mohamed Amer, nous souhaiterions que son Excellence Ismaïl Omar Guelleh reprenne de nouveau les rênes de la République de Djibouti et brigue un 4e mandat. Autre personnalité ayant pris la parole durant la journée de commémoration de la conférence d'Arta, le ministre de l'Information et de la Culture somalien, M. Abdi Hayr Mareye. Celui-ci a surtout insisté sur l'aspect historique de l'événement. En rappelant donc que cette célébration s'ajoutait à celle très importante de la création du premier État somalien, c'était le 16 juin 1960. Quant au deuxième vice-président du Parlement somalien, M. Mahad Abdallah Awad, il n'a pas manqué de rappeler que la République de Djibouti et son président furent le seul à s'intéresser de près au dossier somalien en vue de la restauration d'un État. Ce fut ensuite au tour du chargé d'affaires djiboutien en Somalie, M. Mohamed Ali Jama, d'intervenir en vue de souligner le rôle important qu'a joué à l'époque la République de Djibouti et que joue encore, et son président, le président de Djibouti ayant déclaré à l'Assemblée générale des Nations Unies que son pays, malgré son faible moyen, était prêt à organiser une conférence de paix somalienne. Et il a exhorté du haut de la tribune de cette auguste institution la communauté internationale à le soutenir dans cette démarche. Finalement, c'est grâce à la République de Djibouti, sous l'impulsion de son président Ismaïl Omar Guelleh, que la Somalie a pu avoir de nouveau un gouvernement central et ainsi retrouver sa place au sein des autres nations. Et dans l'actualité internationale, avec ce modèle de réussite en Afrique du Sud, où la première femme noire à la tête d'un navire militaire veut faire des émules. Jusqu'à ses 18 ans, Zimasa Mabila a grandi dans un village à 2 heures de route de l'océan Atlantique sans jamais voir la mer. 20 ans plus tard, elle est la première femme noire sud-africaine aux commandes d'un navire militaire. En 1999, à 22 ans seulement, elle s'engage ainsi comme opérateur radio dans l'armée. 16 ans plus tard, la marine semble avoir tenu ses promesses. Zimasa Mabila s'est rendue en Inde, en Uruguay, au Canada et même sur l'île de Sainte-Hélène. Malgré sa réussite, le capitaine Mabila, élevé par ses grands-parents dans un milieu rural pendant que sa mère travaillait comme infirmière, refuse de s'endormir sur ses lauriers. Et toujours dans l'actualité internationale, la Commission européenne propose de participer à la surveillance des frontières extérieures. Malgré tous ces annonces, la Commission européenne propose la mise en place d'un corps des frontières européen. L'objectif étant de faire préserver l'espace Schengen à la zone de libre circulation en Europe. Pour ce faire, ce nouveau dispositif bénéficiera de compétences étendues puisque l'institution souhaite pouvoir déployer des hommes en cas d'urgence sans demande spécifique d'un État membre. Ce texte n'est qu'au début de son parcours législatif. Il faudra donc convaincre l'ensemble du Parlement et surtout les États membres de l'UE. Fin de cette édition, au nom de toute l'équipe qui a pu réaliser ce bulletin d'information, nous vous disons de passer des moments agréables avec la suite de nos programmes télévisés.